Certaines œuvres ne se contentent pas de rencontrer le succès, elles deviennent des références, voire des objets de culte, inspirent pastiches et hommages, et suscitent même des vocations chez ceux qui les découvrent. Et parfois, telle la graine qui deviendra un arbre magnifique aux innombrables branches, ces œuvres deviennent le point de départ d'un genre à part entière. C'est ainsi qu'au début des années 80, Ultima et Wizardry posent les bases du jeu de rôle sur ordinateur. Quelques années plus tard, un game designer japonais, Ori Yuji, aura l'idée de mélanger le système de combat de Wizardry à la carte d'aventure d'Ultima 3 et d'insuffler au tout la simplicité et l'accessibilité qui sont les marques de fabrique du jeu vidéo nippon. Le résultat portera le nom Dragon Quest, Dracoué pour les intimes, et deviendra le maître étalon du RPG japonais. Notez que cet épisode de Retro & Magic contiendra quelques spoilers révélant les intrigues de certains épisodes de Dragon Quest. Lorsque la balise spoiler apparaît à l'écran, nous vous invitons donc à couper le son si vous avez l'intention de jouer à ces monuments du jeu vidéo, afin de garder toute la surprise de certains rebondissements. Dragon Quest n'est pas le premier RPG développé au Japon. D'autres, comme The Black Onyx et Dragon Slayer, l'ont devancé. Mais alors que ces jeux se destinent à un public hardcore, Ori Yuji souhaite réaliser un RPG grand public. Plutôt que sortir son RPG sur micro-ordinateur, il le destine avant tout aux consoles de salon, et plus spécifiquement la Famicom de Nintendo. Afin de proposer une interface facile à prendre en main, il s'inspire du système de menu mis au point pour une de ses précédentes créations, le visual novel Portopia Renzoku Satsujin Jiken. Au graphisme sombre et minimaliste des RPG de l'époque, Ori préfère des couleurs vives et des designs mignons et attachants. Ayant été en charge d'une rubrique consacrée aux jeux vidéo dans la revue Weekly Shonen Jump, Ori demande à l'une des stars de la publication de réaliser le character design du jeu. Ce mangaka n'est évidemment autre que Toriyama Akira, dont le manga Dragon Ball rencontre un très grand succès. Pour composer la musique du jeu, Ori s'adresse également à un compositeur de renom, Sugiyama Koichi. Compositeur pour le cinéma et la télévision, Sugiyama comprend l'importance d'une bande-son mémorable, capable d'enflammer l'imagination des joueurs. Le thème principal de Dragon Quest est probablement l'une des musiques de jeux vidéo les plus connues au Japon et est toujours utilisée de nos jours dans les nouveaux épisodes. Dragon Quest sortira également aux États-Unis mais sera rebaptisé Dragon Warrior. Il se trouve que la marque Dragon Quest était déjà déposée sur le territoire américain, faisant référence au jeu de rôle papier du même nom paru au début des années 80. Il faudra attendre le milieu des années 2000 pour que la série retrouve son nom d'origine en dehors du Japon. Au niveau de l'histoire, Dragon Quest est assez simpliste. Le maléfique Dragon Lord menace le royaume d'Alefgard et a enlevé la princesse. Heureusement, un héros se dresse contre lui. Descendant du légendaire Lotto, ce héros part en quête des reliques de son ancêtre afin de pouvoir vaincre Dragon Lord et sauver le pays. On incarne donc un seul protagoniste, qui devra explorer la campagne environnante et divers donjons pour rassembler les reliques de Lotto. Les combats se déroulent au tour par tour et à la première personne, à la manière de Wizardry, et permettent de gagner de l'expérience et de l'argent pour améliorer son équipement. L'une des idées les plus intéressantes de Dragon Quest est sa structure ouverte. Le joueur est libre d'explorer le monde à sa guise, et seule la forteresse de Dragon Lord, située sur une île au centre de la carte, est inaccessible en début de partie. En revanche, le joueur doit faire bien attention avant de traverser un pont, car ceci symbolise la séparation des régions et l'augmentation de la difficulté. Assez basique, ce premier Dragon Quest pose surtout les bases d'un gameplay addictif qui ne demandera qu'à être enrichi. Cet enrichissement sera au cœur de Dragon Quest 2 qui sort l'année suivante. Le jeu se déroule un siècle après les événements du premier épisode et met en scène les descendants du héros d'Alefgard. Oui, les descendants, car le joueur, dans la peau du prince de Laurasia, devra partir à la recherche de ses cousins, le prince de Samantoria et la princesse de Moonbrook, afin de former une équipe de choc à même d'affronter le maléfique sorcier Argon, serviteur du dieu de la destruction Malros. Outre le fait que l'on formera une équipe de 3 personnages au fil de l'aventure, Dragon Quest 2 propose également un monde plus vaste à explorer avec plusieurs continents entre lesquels on pourra voyager en bateau. L'un de ces continents n'est d'ailleurs autre qu'Alefgard, ce qui donne une petite idée de l'ère de jeu proposée. Si Dragon Quest 2 est une nette amélioration par rapport au jeu original, c'est véritablement l'année suivante que la série entrera dans la légende du jeu vidéo. Entrer dans la légende. C'est d'ailleurs comme ça que l'on pourrait traduire le sous-titre japonais de Dragon Quest 3, Soshite Densetsu E. À croire qu'Ori Yuji et l'équipe de Chunsoft avaient tout à fait conscience de la bombe qu'ils venaient de réaliser.
Dragon Quest III commence par les derniers moments du héros Ortega, parti affronter le maléfique démon Balamos. La victoire contre le mal est chèrement acquise, Ortega étant obligé de se sacrifier. Mais Balamos a en réalité survécu. Après quelques années à panser ses blessures, le démon revient pour menacer le royaume d'Aliahan. Le jour de ses 16 ans, l'enfant d'Ortega reprend le flambeau et part à son tour affronter Balamos. Si Dragon Quest et Dragon Quest II se cherchaient encore un peu au niveau du gameplay, Dragon Quest III est l'épisode de la maturité. Plus complet, plus vaste. C'est un jeu d'une richesse inouïe, sans compter que le joueur peut véritablement personnaliser son expérience. Déjà, il peut créer son avatar à sa guise en choisissant par exemple d'en faire un garçon ou une fille. Il pourra également concevoir son équipe d'aventuriers de A à Z à la taverne de Luida et changer de compagnon à tout moment. Enfin, Dragon Quest III met en place le système des vocations, permettant de changer la classe d'un personnage en cours d'aventure. Le personnage retombe alors au niveau 1, mais garde les compétences acquises dans sa précédente vocation. Ce système sera par la suite imité dans de nombreux autres RPG japonais, comme par exemple Final Fantasy avec ses jobs. Mais si Dragon Quest III a marqué les esprits, c'est aussi par le caractère résolument épique de son aventure. À l'époque, Enix, l'éditeur du jeu, vante une durée de vie d'au moins 150 heures, et ce n'est peut-être même pas exagéré. L'histoire est également plus développée que dans ses prédécesseurs, avec un authentique twist scénaristique. Après avoir exploré le vaste monde proposé, le joueur affronte enfin Balamos. Mais le démon s'avère n'être en fait qu'un sous-fifre d'un mal encore plus grand, Zoma. Les héros poursuivent Zoma jusque dans un autre monde, et le joueur se retrouve alors avec une deuxième carte à explorer. En soi, c'est déjà un choc, mais Ori a d'autres surprises en réserve. Le joueur ayant joué aux 2 premiers épisodes se rendra vite compte que ce nouveau monde est en fait celui de Dragon Quest 1 et 2. Quant aux reliques magiques dont il a besoin pour défaire Zoma, ce sont les mêmes que celles du premier Dragon Quest. Après avoir vaincu Zoma, l'enfant d'Ortega décidera de cacher ses reliques au cas où un de ses descendants devrait un jour faire face au retour du mal, révélant alors que le protagoniste de Dragon Quest 3 n'était autre que celui ou celle qui serait plus tard connu sous le nom Loto, l'ancêtre des héros des 2 premiers jeux. Dire que Dragon Quest 3 était très attendu par les joueurs japonais serait un euphémisme. L'hystérie qui entoura sa sortie fait aussi partie de sa légende. 1 million d'unités fut vendu dès le premier jour, des centaines d'écoliers séchant les cours pour être sûrs d'avoir leur exemplaire. La presse de l'époque rapporte même des cas d'agression dans les rues pour voler le jeu à ceux qui venaient de l'acheter. Cela poussera Enix à prendre la décision de ne plus sortir de Dragon Quest un jour ouvré, afin d'éviter que ce genre de situation se reproduise. Contrairement à ce que prétend une rumeur populaire, le gouvernement japonais n'a en revanche jamais passé de loi pour interdire la sortie d'un Dragon Quest en semaine. Un signe du statut culte de Dragon Quest 3 est le nombre de RPG japonais qui lui font des clins d'œil plus ou moins directs. Par exemple, Dragon Quest 3 est le tout premier RPG japonais qui débute par le réveil du héros par sa mère, une scène que l'on retrouvera par la suite dans énormément de RPG nippons, par exemple Chrono Trigger et Chrono Cross, Golden Sun et bien d'autres. En 1996, pour fêter le 10e anniversaire de la série Dragon Quest, Enix confiera au studio Heartbeat la réalisation d'un remake 16 bits de Dragon Quest 3 sur Super Famicom. Très fidèle à l'original, ce remake propose des musiques réorchestrées ainsi que de superbes graphismes, notamment les animations des monstres lors des combats, impressionnantes de fluidité. Cette version ultime de Dracway 3 n'est malheureusement jamais sortie en anglais, mais a servi de base à la version Game Boy Color et au récent portage iOS et Android. Pour l'anecdote, ce remake rend également hommage à la série Ultima. Le jeu commence en effet par un test de personnalité définissant les aptitudes du héros ou de l'héroïne, en demandant aux joueurs comment ils réagiraient face à différents dilemmes moraux, tout comme dans la série de Lord British. Dernier épisode sorti sur Famicom, Dragon Quest IV n'a pas autant marqué les esprits que son prédécesseur, mais apporte néanmoins son lot d'innovations, comme par exemple le système de tactique qui permet de laisser l'IA gérer les membres de l'équipe durant les combats, ou des médailles que l'on peut découvrir en farfouillant un peu partout et que l'on pourra ensuite échanger contre des items spéciaux. Mais le jeu est surtout l'occasion pour Ori Yuji d'expérimenter une structure un peu différente afin de proposer une histoire plus riche. Après avoir créé son avatar, le joueur va en effet d'abord jouer les histoires indépendantes de plusieurs personnages distincts qui finiront toutes par converger et rejoindre la trame principale, opposant le héros ou l'héroïne à un elfe nommé Psaro. Parti en croisade contre l'humanité suite au meurtre de sa bien-aimée Rosa, Psaro cherche à obtenir le secret de l'évolution, lui permettant de se transformer en monstre tout-puissant.
Lors d'un combat final d'anthologie, le joueur devra vaincre successivement les 7 formes de Psaro, rien de moins. Dragon Quest IV marque le début d'une nouvelle trilogie, utilisant cette fois-ci comme élément récurrent Zenithia, la citadelle céleste, qui réapparaîtra dans Dragon Quest V et VI. Deux ans plus tard, c'est sur Super Famicom que la série fait son grand retour avec un 5e épisode sous-titré Tenku no Hanayome, la fiancée céleste. Cet épisode ne sortira qu'au Japon, et il faudra attendre le remake sur DS pour que les joueurs occidentaux aient l'opportunité de prendre part à cette aventure. C'est d'autant plus dommage que Hori Yuji a déclaré qu'il s'agissait de son épisode favori. La grande innovation de gameplay apportée par cet épisode, c'est la possibilité de dompter des monstres et de les utiliser en combat. Le jeu compte 40 monstres différents qu'il est possible de dompter, et il semble évident que ce système a en partie été l'inspiration de la saga Pokémon. Dragon Quest V propose à nouveau une structure différente. Il s'agit d'une véritable odyssée familiale, s'étalant sur plusieurs générations, un peu comme son concurrent Phantasy Star 3. L'aventure commence alors que le héros n'est encore qu'un enfant, voyageant avec son père. L'histoire fait ensuite un bond dans le temps et le héros pourra choisir de prendre pour épouse Bianca ou Flora. Plus tard, le héros, sa femme et leurs enfants feront front commun contre les forces du mal. Très abouti sur le plan scénaristique, Dragon Quest V est néanmoins décevant sur le plan visuel. Le jeu est en effet assez pauvre graphiquement, et en deçà des productions concurrentes sorties à la même époque, Final Fantasy V en tête. Côté gameplay, le système de menu, si accessible au début de la série, semble désormais un peu lourd. Dragon Quest V n'en reste pas moins un excellent RPG sur Super Famicom, à condition de passer outre son côté un peu vieillot. Le studio Heartbeat succède à Chunsoft, développeur historique de la série Dracoué, et réalise Dragon Quest VI en 1995. Ce 6e épisode représente une nette amélioration graphique par rapport à son prédécesseur. Le gameplay continue également d'être enrichi, avec notamment un système de vocation retravaillé. Désormais, le niveau du personnage est distinct des niveaux dans les différentes classes, et celles-ci donnent accès à des aptitudes spéciales utilisables en combat. Après avoir progressé dans plusieurs classes, il devient possible d'accéder à des classes hybrides. Enfin, en maîtrisant plusieurs classes hybrides, le joueur finit par avoir accès à la classe ultime baptisée Héros. Dragon Quest VI possède à nouveau un thème qui lui est propre. Il s'agit cette fois-ci de la séparation entre le monde réel et le monde des rêves. Les deux mondes possèdent une carte similaire, mais des personnages un peu différents, les uns étant la projection onirique des autres. Le joueur devra trouver les points de passage entre les deux mondes afin de contrecarrer les plans maléfiques de Death Tamor, le méchant de cet épisode. Tout comme l'épisode précédent, Dragon Quest VI ne connaîtra pas de sortie en Occident avant son remake sur DS, 15 ans après l'original sur Super Famicom. Dragon Quest VII a connu un développement mouvementé. Annoncé dès 1996, le jeu était censé sortir sur Nintendo 64, et plus particulièrement sur l'extension 64DD. En 1997, toutefois, Enix annonça que le jeu sortirait finalement sur PlayStation, causant une augmentation de la valeur boursière de Sony et Enix au Japon. Mais le développement prit du retard, et la sortie fut maintes fois repoussée. Le jeu sortit finalement en 2000, 5 ans après le 6e épisode, alors que la PlayStation 2 était déjà sur le marché. Ce long développement se ressent sur le plan technique, le jeu souffrant de la comparaison avec la qualité graphique des productions Square. Cela n'empêcha pas Dragon Quest VII de se vendre à plus de 4 millions d'exemplaires au Japon. La version américaine, sortie un an plus tard, ne rencontrera pour sa part qu'un succès d'estime. Mais si Dragon Quest VII est dépassé d'un point de vue graphique, c'est en revanche un monstre au niveau du gameplay. Si la base n'a guère changé par rapport aux épisodes précédents, l'aventure proposée offre une durée de vie hallucinante. Rien que le prologue du jeu demandera plusieurs heures pour être terminé, et ce sans le moindre combat. Il s'agit d'une interminable course à l'échalote durant laquelle le protagoniste devra jouer au coursier entre différents personnages, suivi de l'exploration d'un temple bourré d'énigmes et de puzzles à résoudre. Les casse-têtes sont d'ailleurs beaucoup plus nombreux dans cet épisode. Côté scénario, l'aventure commence sur l'île d'Estard, caillou perdu au milieu d'un océan infini où aucune autre terre n'a jamais été découverte. Le héros est cette fois-ci un simple fils de pêcheur qui, avec ses amis Maribel et Kiefer, le fils rebelle du roi d'Estard, découvre un jour une mystérieuse tablette brisée suggérant l'existence d'autres continents. Après avoir reconstitué la tablette, le trio ouvre un portail magique et se retrouve transporté dans un autre monde.
Il s'avère que le monde a été séparé en plusieurs fragments par une force maléfique, et ce sera au héros et à ses compagnons de le reconstituer. Ce qui sera bien évidemment plus facile à dire qu'à faire, d'autant que Dragon Quest VII ne comporte pas seulement des voyages dans l'espace, mais aussi dans le temps. Comme toujours avec Dracway, le scénario en apparence simple donnera lieu à quelques beaux rebondissements et autres surprises, et surtout à de multiples sous-quêtes souvent touchantes, comme Olii en a le secret. D'un abord assez aride avec ses graphismes datés et ses 2 premières heures bien peu palpitantes, Dragon Quest VII n'est pas l'épisode idéal pour découvrir la série. Mais pour qui sait privilégier le fond sur la forme, il n'en reste pas moins un formidable RPG. Malgré son grand succès au Japon, ce sera le dernier Dracway développé par Heartbeat, le studio ayant fermé ses portes peu après la sortie du jeu. C'est Level 5 qui lui succédera à partir du 8e épisode qui sortira en 2004 sur PlayStation 2. Dragon Quest VII est également le dernier épisode de la série à sortir sous le label Enix tout court, puisque Square et Enix fusionneront en 2003. La saga Dragon Quest demeure un monstre sacré du RPG japonais, et la sortie d'un nouvel épisode est toujours un événement dans l'archipel. Malgré les années et les changements de studio, Horii Yuji, Toriyama Akira et Sugiyama Koichi sont toujours impliqués dans le développement, garantissant aux yeux des fans une certaine authenticité. Dragon Quest XI devrait d'ailleurs sortir sur PlayStation 4 et 3DS en 2016 et marquera le 30e anniversaire de cette saga mythique.